Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. Un débat consacré aux élections législatives en Hongrie ce dimanche. Le Premier ministre Viktor Orban va-t-il rempiler pour un 5e mandat ou est-ce la fin d'une ère dans le pays? Un scrutin qui s'annonce aussi passionnant qu'indécis et dont il faudra surveiller les conséquences en Europe. Pour en parler avec nous en plateau à mes côtés, David Cadier. Bonsoir, vous êtes chercheur à l'IRSEM. Merci d'être avec nous. On aura également en ligne dans ce débat Ferhat Alani, journaliste et auteur. Ferhat Alani, vous avez notamment sorti ce documentaire il y a peu de temps, Hongrie, le laboratoire de l'extrême droite en Europe, un documentaire passionnant. Richard Verly, également avec nous, journaliste aux médias suisses Blick. Vous êtes, Richard, en Hongrie et vous suivez justement ces législatives. Et puis également... depuis Bruxelles, notre correspondant, Paul Germain. Paul Germain, justement, je commence avec vous. Bonsoir, mon cher Paul, puisque pour commencer et pour faire simple, vous qui observez justement ce qui se passe dans l'Europe depuis Bruxelles, est-ce qu'on peut dire que les dirigeants européens espèrent que Viktor Orban ne soit pas réélu dimanche prochain ? Eh bien, Nicolas, si vous posez la question à la Commission européenne, on vous répondra diplomatiquement qu'on ne se mêle pas de la politique intérieure des États membres. Mais si vous posez la question au Parlement européen, où je me trouve, eh bien, on sera beaucoup plus bavard. Et il est clair qu'une majorité des députés européens espèrent que les Hongrois vont dire stop à Viktor Orban. Attention, ça ne veut pas dire que Viktor Orban n'a pas de soutien à Bruxelles. Il faut rappeler qu'il a créé, après les élections européennes, le groupe des Patriotes, un groupe politique dans lequel on retrouve aussi le Rassemblement national de Jordan Bardella. Mais c'est surtout dans les sommets européens que Viktor Orban a suscité des agacements. C'est là qu'il a bloqué plusieurs dossiers. Le dernier en date, ce sont les 90 milliards qui sont promis à l'Ukraine et sur lesquels Viktor Orban a mis son veto. Bon, ce n'est pas la première fois que cela arrive. On a déjà eu droit à des séances d'anthologie au cours de certains sommets, comme il y a 2 ans, une fois encore sur une enveloppe de 50 milliards destinée à l'Ukraine. Cette fois-là aussi, Viktor Orban ne voulait pas donner son feu vert, mais il voyait bien qu'il était seul contre tous. Alors, au moment du vote, il a quitté la table pour une pause pipi, ce qui a permis d'adopter l'aide à l'Ukraine sans la voix d'Orban. Alors, si la plupart des dirigeants européens sont fatigués de tout cela et qu'ils soutiennent aujourd'hui son adversaire, Péter Magyar, qui est d'ailleurs toujours député ici au Parlement européen, personne ne pense que Péter Magyar va bouleverser de fond en comble la politique de la Hongrie, mais pour beaucoup de députés européens, y compris de gauche, tout vaut mieux que Orban et Péter Magyar est le seul concurrent qui peut le faire tomber. Merci beaucoup Paul Germain depuis Bruxelles. Merci Paul. David Cadier, je rebondis justement sur ce que disait Paul Germain à l'instant. Il nous parlait donc de son adversaire, principal adversaire à Viktor Orban, Péter Magyar. Dans les sondages, c'est lui pour l'instant qui tient, dans certains sondages, qui tient un peu la corde. On ne parle pas spécialement des autres partis qui sont en dessous des 6% à l'heure actuelle. Péter Magyar, comment il se situe sur l'échiquier politique justement en Hongrie? Un conservateur, un pro-européen, c'est bien cela? Absolument. Il faut d'abord quand même mentionner que c'est un ancien membre de Fidesz, le parti de Viktor Orban, qu'il a quitté suite à un scandale lié à un orphelinat public en Hongrie. Il est conservateur, effectivement, donc sur les valeurs, par exemple, en rapport à la famille, les valeurs un peu traditionnalistes, il n'y aurait pas une grande différence, à mon avis, avec Viktor Orban. En revanche, la grande différence, et vous l'avez mentionné, c'est qu'il n'a pas fait de l'Union européenne son souffre-douleur dans sa rhétorique politique. Il n'est pas anti-européen et il promet au contraire de raccommoder la Hongrie avec l'Union européenne. On va justement prendre la direction de la Hongrie pour retrouver Richard Verly. Richard Verly, vous allez suivre ces élections en Hongrie. Justement, donnez-nous un petit peu le pouls du pays actuellement, à quelques jours de ces législatives. Est-ce que justement, il y a des discussions sur les sondages qui sont en train de sortir et dans la population? Quelles sont les remontées de terrain que vous avez pu observer?
Alors les sondages, ils sont presque tous unanimes. Ils donnent tous la victoire de l'opposition à Viktor Orban, en l'occurrence au parti Tisza de Peter Magyar, puisqu'ici on prononce Magyar et non pas Magyar, comme cela s'écrit. Mais par contre, si vous montez sur cette colline cet après-midi, j'y étais, c'est là qu'est le palais du gouvernement, la colline derrière moi, et il y avait J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qui a tenu une conférence de presse avec Viktor Orban. Alors très peu de public autour, à peu près une centaine de personnes qui étaient venus avec le drapeau hongrois, des pro-Orban, et eux, ils me disaient tous, Orban va l'emporter parce que si Orban n'est pas réélu, eh bien, la Hongrie va être détruite. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a dit J.D. Vance. Il a dit, Bruxelles veut détruire la Hongrie, Bruxelles veut faire reculer l'économie hongroise, Bruxelles veut empêcher les Hongrois d'avoir de l'énergie, du gaz et du pétrole ukrainien, parce qu'ici, le bouc émissaire, c'est Volodymyr Zelensky. Il y a même des affiches, j'ai pris une photo que vous verrez peut-être, où vous voyez le visage de Zelensky côte à côte avec celui du dirigeant de l'opposition, et le mot au-dessus, c'est marqué dangereux. Ces deux hommes sont dangereux. Il faut, voilà, exactement. Il faut bien sûr voter Fidesz pour empêcher que Peter Magyar amène en quelque sorte Zelensky au pouvoir ici à Budapest. Et David Cadier, je rebondis sur ce que nous dit à l'instant Richard Verly. Est-ce que, en un mot, selon vous, ce soutien de l'administration américaine, mais aussi de la Russie, peut faire changer le résultat de cette élection ? Alors, c'est difficile à dire. On ne sait pas comment les Hongrois vont voter, mais c'est absolument significatif. A fortiori de la part des États-Unis. Des tentatives d'ingérence russe dans les élections européennes, ce n'est pas très nouveau, malheureusement. En revanche, le fait que le vice-président américain prenne fait et cause pour un candidat et se déplace, c'est vraiment significatif, et c'est un peu dans la continuité de la la stratégie nationale de sécurité que les États-Unis avaient adoptée, qui en fait est très politique, et l'administration Trump cherche à se positionner comme le défenseur de ce qu'ils appellent la liberté de parole en Europe. Donc la question en fait, c'est est-ce qu'ils envoient un signal à leurs propres électeurs américains pour dire regardez, nous sommes les défenseurs de ces valeurs traditionnelles, ou est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce qu'il y a un soutien véritable, politique, pratique à Viktor Orban? C'est quelque chose qu'on va peut-être déterminer dans les jours qui viennent. Et justement, je vous propose qu'on l'écoute, le vice-président américain qui était donc aujourd'hui à Budapest. Aux yeux du député, le défenseur de l'illibéralisme qui prenait pour référence Singapour, la Turquie ou la Chine est désormais un modèle pour la démocratie. Vance, mais c'est pas grave puisque l'extrait que vous avez vu du documentaire, c'est ce qu'on allait voir dans un instant avec Ferhat Alani. Ferhat Alani, vous êtes journaliste et auteur et vous avez sorti donc un documentaire qui s'appelle Hongrie, le laboratoire de l'extrême droite en Europe. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser au cas Orban et qu'est-ce qu'il a justement le cas Orban de particulier sur la scène européenne ? Alors, effectivement, on s'est intéressé à quelque chose de particulier qui est la méthode de Viktor Orban qu'on appelle l'illibéralisme. En gros, c'est-à-dire conserver la coquille démocratique, mais progressivement annuler tous les contre-pouvoirs. Et c'est ce qui a permis à Viktor Orban de rester en place. Je rappelle qu'il est au pouvoir, Premier ministre de la Hongrie, membre de l'Union européenne depuis 2010. Ça fait 15 ans. Il avait déjà été au pouvoir avant. Donc c'est quelqu'un qui ne lâche pas, si vous voulez, l'arène politique en Hongrie et qui a utilisé cette méthode si vous voulez, en utilisant tout sauf la censure brutale qu'on peut voir dans les dictatures, mais une méthode d'illibéralisme qui est plus efficace, plus insidieuse, plus discrète aussi, celle de l'asphyxie progressive de tous ces contre-pouvoirs, dont les médias, la justice, l'éducation, etc. Et il s'est entouré en fait de milliardaires qui finance en fait son système. Et là où on s'est intéressé de plus près à sa méthode, c'est qu'elle ne se limite pas à la Hongrie, elle s'exporte. Des leaders qui sont déjà au pouvoir, comme Giorgia Meloni, s'est inspiré d'Orban. Herbert Kickl, le patron du FPÖ, le parti d'extrême droite en Autriche, est le premier parti en Autriche et il s'inspire directement d'Orban. Le Rassemblement national en France et au Parlement européen, on a rencontré Thierry Mariani qui nous dit être admiratif d'Orban et de son système. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment cette méthode permet à Orban de diffuser son idéologie tout en restant à l'intérieur de l'Union européenne. Il n'est pas pour une sortie de l'Union européenne. Il veut rester, en profiter,
affaiblir l'Union européenne et en faire une sorte de relais entre Donald Trump d'un côté et Poutine de l'autre. Un modèle pour les populistes du monde entier, c'est ce que vous dites dans votre documentaire. Justement, Flora Talleni, je vous propose qu'on regarde un petit extrait de ce documentaire sur Viktor Orban. Alors, a-t-on l'extrait Alors, un petit extrait du documentaire, voilà. Non. À tout le monde, en particulier au bureau. Aux yeux du député, le défenseur de l'illibéralisme qui prenait pour référence Singapour, la Turquie ou la Chine est désormais un modèle pour la démocratie. Orban a semé des graines partout sur le continent. Mes amis, il semble que Bruxelles ne veuille pas comprendre. Par conséquent, si nous voulons préserver la liberté et la souveraineté de la Hongrie, nous n'avons pas d'autre choix que d'occuper Bruxelles. Lorsqu'il parle de conquérir l'Europe, il faut comprendre qu'il ne cherche pas à s'en extraire, mais à en prendre le contrôle, à en infléchir le cours. Il veut peser, gouverner de l'intérieur. Et à bien y regarder, c'est cohérent. Orban a bien plus à gagner en restant dans l'Union européenne qu'en la quittant. Cette vision, un proche d'Orban l'assume ouvertement. Le seul d'ailleurs à avoir accepté de nous parler. Frank Furedi dirige le Matthias Corvinus Collegium, le MCC, un puissant think tank installé à quelques mètres du Parlement européen. Sa mission est limpide, diffuser l'idéologie du Premier ministre hongrois et étendre depuis Bruxelles même l'influence d'Orban au cœur de l'Union européenne. Orban a été dans le collimateur de l'Union européenne dès son élection, avant même d'agir, parce qu'il a clairement indiqué qu'il croyait en la souveraineté et en l'indépendance nationale. Je pense que c'est ce qui a conduit l'Union européenne à l'attaquer, et tout ce qu'il fait depuis est mal interprété. Ce que le MCC essaye d'accomplir, c'est de donner un sens aux valeurs de la civilisation européenne. Il s'agit de créer un réseau de personnes dont le point de vue est alternatif aux idées dominantes de la société. Je pense que nous devons également... Flora Talleni, on vient donc de voir un extrait de votre documentaire. En un mot, est-ce que ça a été difficile d'avoir des témoignages concernant les gens qui peuvent s'exprimer sur Viktor Orban ? Alors étonnamment, il a été assez simple de rencontrer les opposants ou voir les anciens fidèles à Viktor Orban en Hongrie. En revanche, son cercle est très restreint et ils refusent tous catégoriquement de s'adresser à ce qu'ils appellent les médias mainstream. Ce documentaire, il sera diffusé ce soir sur Arte. Arte, selon les proches d'Orban, fait partie de ces médias mainstream et donc on a eu très peu d'accès, sauf ce cerveau de Viktor Orban qui se trouve à quelques mètres du Parlement européen et qui dit clairement qu'il veut occuper Bruxelles. Richard Verdi, un mot encore avec vous. Est-ce qu'en cas de défaite de Viktor Orban, est-ce que cela pourrait avoir un effet domino pour les autres partis européens de sa mouvance en Europe, notamment ses partenaires au Parlement européen, selon vous ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'une défaite de Viktor Orban serait vraiment un moment historique. Comme cela a été expliqué, ça fait maintenant 16 ans qu'il est au pouvoir, depuis 2010. Et donc, imaginez son départ ici à Budapest, ce n'est pas si facile. Il y en a même qui pensent que peut-être il n'acceptera pas de partir. Ce qui est sûr, c'est que s'il devait partir, et si surtout le parti d'opposition emportait la majorité des 2/3, parce qu'attention, tout va dépendre du rapport de force à la fin. Combien de députés pour le parti d'opposition s'il est en tête et combien de députés pour Orban. Alors, les autres partis, ceux que vous avez cités, qui sont alliés à Orban dans le groupe des Patriotes au Parlement européen, bien évidemment, une défaite de leur chef de file serait une très mauvaise nouvelle. Ça prouverait quoi? Ça prouverait avant tout que Donald Trump, aujourd'hui, est devenu, au fond, le pire porte-parole de ce nationalisme populiste, parce que Donald Trump, il est devenu un repoussoir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'avoue que j'étais assez étonné de voir qu'il y avait si peu de gens à
attroupés autour du palais du gouvernement à Budapest. Je m'attendais à beaucoup plus de personnes venues soutenir J.D. Vance lors de cette conférence de presse. Peut-être est-ce un signe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les campagnes en Hongrie continue d'être favorable à Orban. Bien évidemment, les grandes villes, à commencer par Budapest, lui sont opposées. Donc, attendons de voir. J'entends beaucoup dire qu'une incertitude, c'est le vote des communautés hongroises à l'étranger, parce que là, il y a même des possibilités de trucage. En revanche, globalement, les Hongrois pensent que leur système électoral, il est équitable et qu'on peut donc faire confiance aux résultats des élections de ce dimanche. Et preuve de la liberté, je peux vous montrer ces autocollants qu'on trouve partout en Hongrie aujourd'hui, ici à Budapest. C'est des autocollants qui disent clairement Viktor Orban dehors. Viktor Orban dehors, donc pour ces autocollants. David Cadier, dernière question en guise de conclusion. Je rebondis sur ce que nous disait Richard à l'instant. Est-ce qu'en cas de défaite, selon vous, Viktor Orban pourrait ne pas reconnaître sa défaite et tenter de garder le pouvoir? Est-ce qu'on peut imaginer cette hypothèse? Alors, peut-être pas de manière frontale. C'est quand même quelqu'un qui... plutôt que de violer les règles, les met à sa sauce. C'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup installé des proches dans la justice, dans les médias, et donc il va peut-être ralentir, contester, mais c'est assez difficile de prévoir. Ce qui est sûr, c'est que les réformes qu'il a mises en œuvre depuis 16 ans au pouvoir vont être très longues à défaire. Très longue à défaire, c'est des réformes. On suivra donc ce scrutin qui a lieu dimanche, ce scrutin qui s'annonce très serré. Merci beaucoup David Cadier, merci à vous également Ferhat Alani et Richard Verly d'avoir été en direct avec nous pour ce débat du 64 minutes. Merci à tous les trois messieurs.